Du poste d'observation du chef de la batterie des obusiers de 152 mm, contigu à celui de la 134e brigade, je suis le déroulement de l'action israélienne, surnommée Al-Raja, Nathan. En raison du temps qu'il met pour transmettre les corrections de tir, le chef de la batterie avec lequel je me trouve, réactif sous l'averse d'obus, avait mis ses hommes à l'abri, à l'inverse du commandant de la batterie de la 134e égyptienne qui a des morts et des blessés. Lui-même est touché. J'informe la division de ce qui est arrivé et leur demande de dépêcher des secours vers le poste d'observation. Je suis assailli de coups de téléphone, mais point de secours. Les appels ne s'inquiètent que de l'officier. Les hommes de troupe comptent pour rien. Au bout d'une heure, ne voyant pas les secours arriver, je demande au commandant de la compagnie de reconnaissance de ma brigade, le capitaine Larbi, de prendre un véhicule et d'aller, malgré l'intensité des feux, les chercher. 2 heures plus tard, les blessés sont à l'abri à l'infirmerie, pansés et soignés. Le lendemain, je me rends sur place pour voir jusqu'à quel point le dispositif de la 134e brigade a été malmené. Je profite de l'occasion pour rendre visite aux soldats égyptiens installés tout près. Reconnaissant de voir un officier algérien leur rendre visite, ils s'approchent et je leur serre la main. Certains de ces soldats portent encore des treillis tachés de sang. Mon officier d'artillerie me dit que les blessés légers ont été contraints de retourner à leur poste juste après avoir été pansés. Il faudra du temps et les drames de la guerre d'usure avant que les commandements égyptiens comprennent l'importance du moral chez les combattants. La casemate du sous-lieutenant Rizqi. Le dévoué et respectueux lieutenant Smaïn, ingénieur de formation, accomplit son service militaire sur le canal de Suez. Il a été détaché auprès des brigades algériennes comme officier de liaison depuis le début de notre intervention au Moyen-Orient. Il fait bien sûr partie des services de renseignement égyptiens, mais peu importe. Mes hommes et moi sommes là au titre de la solidarité avec nos frères arabes et nous n'avons rien à cacher. Quelque temps plus tard, Smaïn est rejoint par le médecin-lieutenant Farouk, spécialiste en chirurgie. Nous nous retrouvons tous les jours dans une atmosphère conviviale à la popote des officiers aménagés en forme de carbet. Pendant les accalmies, le déjeuner est vite expédié, mais le soir, après le dîner, nous restons plus longtemps ensemble. Nous regardons la télévision ou bien nous jouons aux cartes. Un jour, le lieutenant Farouk me dit « Ah Khaled, je suis avec vous depuis pas mal de temps maintenant et je ne constate rien de ce que mes collègues de Suez m'ont raconté sur les Algériens. » Qu'est-ce que ses collègues ont bien pu lui dire? Visiblement, le verdict de ses camarades égyptiens n'est pas partagé par lui. Il m'avouera plus tard que sur le point de rallier la brigade algérienne, il avait entendu des remarques désobligeantes sur nous. Bien du plaisir chez ces wuhouch sauvages. Le lieutenant Farouk est plein de bonne volonté, mais il n'est pas très efficace. Nous avons pensé qu'il pouvait faire en sorte auprès de ses compatriotes de l'aéroport international du Caire que les cercueils de nos morts envoyés en Algérie ne soient pas traités comme de vulgaires bagages, mais il n'a rien pu faire contre une bureaucratie blasée et inhumaine. Je suis réveillé un matin par un bombardement assourdissant. L'endroit ciblé se trouve à quelques centaines de mètres de mon PC. C'est un cantonnement qu'occupe depuis peu un bataillon des transmissions de la division et un autre du génie de l'armée égyptienne. Les militaires sont surpris au moment du rassemblement par 2 avions Skyhawk venant de l'Est. Le soleil rasant éblouit les servants de la DCA égyptienne, les Israéliens font un carnage. Je me rends sur place rapidement, le spectacle est terrible. Des officiers encore en pyjama errent hébétés dans ce qui fut quelques minutes auparavant une place d'armes. Des véhicules de tout type sont réquisitionnés pour évacuer les morts et les blessés. Le lieutenant Farouk recense plus de 70 morts et des blessés par centaines. Je suis effaré par l'irresponsabilité de celui qui a ordonné un rassemblement à quelques centaines de mètres de l'ennemi, lui offrant ainsi une occasion que ce dernier n'a pas ratée. Les 2 bataillons, nouveaux venus, n'avaient pas eu le temps de creuser des abris. Ali Bourzala, le commandant de notre 36e bataillon, me convie à visiter la compagnie du sous-lieutenant Rizqi. Comment Rizqi a-t-il fait pour aménager une casemate en préfabriqué métallique comme nous rêvons tous d'en avoir? Nous pénétrons sous plus de 3 mètres de terre. Le chef-d'œuvre du lieutenant Rizqi est fait d'arceaux métalliques et de toiles de jute goudronnées. Ali Bourzala, le sourire au coin des lèvres, dit au lieutenant Rizqi « Allons, dis-le-lui, où tu as pris tous ces matériaux ?» J'encourage Rizqi à parler. Il me répond un brin gêné. « J'ai payé tous ces matériaux au capitaine égyptien qui commande la batterie des 40 mm Beaufort, pour la somme de 3 livres. Qui est ce capitaine ?» lui demandai-je.
Celui qui commande la batterie toute proche de nous, installée entre le village de Feid et le groupe d'artillerie des 100 mm. Sans commentaire, d'un côté l'officier algérien met la main à la poche pour abriter ses hommes et de l'autre, à partir de ce moment, je fais enlever les matériaux où qu'ils se trouvent, que ce soit dans les casernements désaffectés de l'Abiod, de Zakaria ou ailleurs. Une ligne de chemin de fer désaffectée pénètre jusque dans nos positions. Chaque soir, pendant près de 2 mois, des coups sourds résonnent aux alentours. Ce sont mes hommes qui s'en donnent à cœur joie. Les rails qu'ils déboulonnent et qu'ils transportent jusqu'à leur position serviront à construire des abris à l'épreuve des obus et des bombes. D'autres matériaux sont achetés sur le marché local. Le travail est si bien mené que le chef de la cellule de DCA de la 2e armée égyptienne me demande lorsque je le fais entrer dans une salle enterrée entièrement, construite en pierre. « Vous avez des ingénieurs pour faire cela ?»« Non. Chez nous, n'importe qui peut construire avec ce matériau, répondis-je. Fugacement, je pense aux montagnards de l'Amtaras qui savent construire de père en fils des petits bijoux de maison avec la pierre rouge de leur jbel. Des officiers égyptiens chargés de l'instruction de différentes spécialités sont détachés auprès de nous à des périodes bloquées. Je reste également à l'écoute de tout ce qui se passe sur le front de la 2e armée. Nous participons à toutes les activités opérationnelles, qu'elles soient anti-aériennes, de bombardement, d'artillerie ou de chars. À défaut d'être utilisés dans des tirs directs, les chars enterrés participent aux préparations d'artillerie. Les objectifs qui nous sont assignés sont El Salem, le déversoir, le réservoir d'eau qui alimente un tronçon de la ligne Barlev et les blindés qui bougent sans arrêt à la jonction entre les 2 armées. Nous exécutons aussi des tirs éclairants. La guerre d'usure prend de l'ampleur. Les Israéliens recourent à l'aviation. Passés maîtres dans l'emploi de ce vecteur, ils multiplient les raids dans l'espoir de saper le moral de leurs adversaires et les contraindre à respecter le cessez-le-feu. Israël ne veut pas la guerre, le temps de digérer ses conquêtes et de voir le monde se résigner à ses faits accomplis. Une mobilisation de forces importante n'arrange pas ces affaires. Les jeunes mobilisés trouvent lent un service militaire de 3 mois. Le général Moshe Dayan, qui pense que les Arabes se sont résignés à leur défaite et admis la supériorité de son armée, annonce qu'il est possible de réduire la durée du service puisqu'aucun danger immédiat ne menace le pays. Le statu quo sur les lignes du cessez-le-feu de 1967 permettra à Israël, fort du soutien de la majorité des pays occidentaux et à leur tête les États-Unis, assuré de la solidarité agissante de la diaspora juive qui domine la plupart des médias ainsi que les plus importantes banques européennes et américaines, d'asseoir et de pérenniser son occupation afin de préparer patiemment l'annexion des territoires que son armée a conquis. De retour d'une mission en profondeur au-dessus du territoire égyptien, 2 avions de chasse israéliens survolent le flanc ouest de la brigade, évitant notre DCA. Ils nous surprennent par leur vol inhabituel, un vol déroulant le mur du sang à très basse altitude au point de soulever des nuages de sable. Nous sommes intrigués. D'où vient-il ? Le lendemain, nous apprenons que les 2 chasseurs ont survolé le palais présidentiel, provocation et avertissement en même temps. Parfois, de nuit, ils procèdent à des largages de bombes incendiaires ou à des incursions dans la profondeur du dispositif égyptien. Souvent, nous entendons le bruit des pales de leurs hélicoptères qui survolent les lignes de la 2e armée pour aller déposer des commandos pour des missions spéciales. La mort du général Abdelmonaim Riyad. La guerre et son corollaire, la misère, vide la vie de son sens. La mort est banalisée. Le commandant de la gendarmerie prévôtale égyptienne me rapporte un jour que, voyant un cadavre charrié par les eaux du canal, il informe la police. Il reçoit une réponse déconcertante. « Sibak, laisse tomber. » Choqué moi-même, j'en parle au commandant Razi, un officier palestinien dont la brigade est installée non loin de la mienne. Il me répond, surpris de me voir à ce point surpris. « C'est fréquent ici. Lorsque nous apercevons un cadavre, nous le saisissons par les cheveux, le retournons pour vérifier s'il n'est pas des nôtres. Puis, on lui ferait un passage afin qu'il poursuive sa navigation. » Terrible réponse. Il ajoute que les policiers sont cyniques au point d'impliquer toute personne qui vient les importuner avec de tels renseignements. C'est pourquoi les gens évitent de signaler de telles découvertes macabres. Le stress dû au travail et aux alertes permanentes m'amène, à l'instar de ce qui se fait dans l'armée égyptienne,
a donné à mes hommes des permissions à raison de 3 jours par mois et demi. Quant à moi, absorbé par la tâche de mettre mes moyens à l'abri, les pelles mécaniques promises par Alger n'arrivent pas, je remets à plus tard mon tour de partir. Je dors très peu, angoissé à l'idée de voir se déclencher une offensive généralisée, alors que mes hommes et mes matériels ne sont pas encore bien retranchés. Je suis pris par des douleurs persistantes d'estomac, je souffre en silence. Des semaines passent et les choses ne s'améliorent pas. Je décide de consulter un médecin au Caire. Rendez-vous est pris pour moi par notre ambassade. Je passe la nuit dans l'appartement mis à ma disposition. Le matin, un membre de notre ambassade m'accompagne chez le médecin. Les murs de la salle d'attente sont tapissés de peintures représentant des paysages d'herbes, d'arbres et de cimes enneigées. Le médecin est européen. Je le comprends à son arabe chargé d'une pointe d'accent germanique. Un résiduel de la Wehrmacht. Sa nostalgie accrochée au mur suggère qu'il est sevré depuis longtemps du pays qu'il a vu naître. Il me donne des gélules et me prescrit des analyses. Après le dîner, mon guide, qui ne m'a pas quitté de toute l'après-midi, me raccompagne à mon appartement. Aux alentours de 23 heures, j'entends sonner à la porte. J'ouvre et je me trouve nez à nez avec le lieutenant Ahmed Bennay, chef de la compagnie d'administration de la brigade. Il est agité. Pendant toute la journée, me dit-il, des échanges de tirs d'artillerie entre les Israéliens et les Égyptiens n'ont pas cessé et nos canons ont pris part à la bataille. Nous n'avons pas subi de pertes, mais le chef d'état-major de l'armée égyptienne est mort. Mes ennuis de santé peuvent attendre. Je retourne immédiatement au front. Nous sommes le 11 mars 1969. Le lendemain matin, j'apprends comment est tombé ce chef d'état-major sur lequel l'armée égyptienne, traumatisée par les défaites, fondait beaucoup d'espoir. Abdelmonem Riyad, officier apprécié par tous, venait d'être nommé à ce poste. Il était en mission d'inspection lorsqu'il a été tué. Le roi Abdallah de Jordanie, qu'il avait eu comme conseiller pendant la guerre de 1967, n'a pas tari d'éloges sur lui dans son livre « Ma guerre avec Israël ». Le jour de sa mort, il était accompagné de la quasi-totalité des chefs des cellules de l'état-major de la 2e armée. Ces hommes, pourtant expérimentés, avaient commis l'erreur de se présenter chacun dans son command-car, véhicule réservé exclusivement aux généraux. Sur un îlot du lac Timsah, près de la ville d'Ismaïlia, était positionné un peloton de chars israéliens des unités de mortier. Une aubaine pour les tankistes et les artilleurs. Ils ouvrent le feu et déciment en un clin d'œil une partie de l'état-major de l'armée égyptienne. Le conseiller soviétique m'apprendra que le général Abdelmonem Riyad avait succombé à une hémorragie. Les secours venus tardivement n'avaient rien pu faire pour le sauver. Le général Mustafa Shahin me confiera quelques heures après ce drame que des officiers assurant la permanence au poste de commandement de l'armée avaient confondu les sifflements des obus d'artillerie avec ceux des avions de chasse pendant leur piquet, à telle enseigne que 15 minutes plus tard, un message rendant compte d'une attaque aérienne généralisée était parvenu sur le bureau du président Abdel Nasser. Shahin ajoute « Vous vous rendez compte de ce qu'aurait entraîné une telle bévue si le président mal informé avait ordonné une contre-offensive généralisée dans l'état où nous nous trouvons encore. » Dit autrement, l'armée égyptienne, encore en phase de préparation, n'était pas en mesure de faire face. Grande effervescence sur l'ensemble du front. Radio Le Caire annonce que l'aviation israélienne a détruit la station électrique de Naga Hamadi. La mise au point ne tarde pas à venir des Israéliens eux-mêmes. La station n'a pas été bombardée par notre aviation, elle a été sabotée par des commandos héliportés. L'étonnement se lit sur les visages des officiers égyptiens que je rencontre, les questions fusent. Comment ont-ils procédé? Naga Hamadi n'est pas à la portée des commandos. Comment ont-ils osé? Les Israéliens, relayés par les médias occidentaux, surmédiatisent l'opération. Au lendemain de cette attaque, je demande à notre chef de DCA le calque de la situation aérienne de la veille. Je découvre le stratagème utilisé par les Israéliens. Ils avaient fait voler 8 hélicoptères super frelons, des gros porteurs de fabrication française, en formation très serrée de manière à faire croire aux Égyptiens qu'il ne s'agissait que de 4 unités. Ainsi, seuls 4 spots apparaissaient sur les écrans radars. Non loin de Naga Hamadi, 4 des 8 hélicoptères avaient rebroussé chemin. Des 4 hélicoptères qui avaient atterri, des jeeps remplis de commandos avaient jailli. Les Israéliens ont eu tout le temps pour atteindre leur objectif, neutraliser ces défenseurs et déposer leurs charges. La mission accomplie, 4 autres spots étaient apparus sur les écrans radars, les 4 hélicoptères qui avaient mené l'opération retournaient chez eux. La brigade algérienne cible des Israéliens.
Parmi les nombreuses batailles auxquelles nous prenons part sur le front, deux émergent du lot. Les Israéliens qui multiplient les raids contre la brigade algérienne lancent sur nous une vingtaine d'appareils d'attaque au sol de type Skyhawk, Phantom et Mirage. Notre groupe de DCA, commandé par l'imperturbable capitaine Hussein Oussaïd, dispose de 2 batteries de 6 canons de 37 mm bitube et de 24 mitrailleuses de 14,5 mm montées en quadruple sur 6 affûts mobiles. Aucun avion assaillant ne peut atteindre ses objectifs tant nos feux sont nourris et précis. Les servants de la DCA algérienne issus des rangs de la LN démontrent ce jour-là qu'ils n'ont rien oublié de ce qu'ils ont appris pendant la guerre de libération. Les avions israéliens rendus circonspects par l'efficacité de nos tirs laissent tomber leurs bombes loin dans le désert. Une vingtaine de minutes plus tard, des Mirages tentent une diversion sur nos arrières à partir d'Ismaïlia. Au même moment, 2 Skyhawk volant au ras du sol apparaissent pour prendre par surprise notre batterie. Ils butent encore une fois sur un écran d'obus. Ils larguent leurs bombes incendiaires 100 mètres plus loin de nos emplacements. Seuls les couvre-canons pâtissent du souffle des incendies. Les 2 Mirages de diversion n'ont pas plus de chance, ils tirent leurs roquettes au jugé sans nous atteindre. En calculant la distance au double pas, je m'aperçois que les 2 projectiles ont impacté à plus de 800 mètres de nos pièces. À cette distance, même les éclats ne nous atteignent pas. Quelques-uns de nos hommes sont blessés par les casques qui s'entrechoquent. Au plus fort du duel avion-DCA, les chefs de section servent eux-mêmes les canons, en lieu et place des tireurs en titre. Ces succès sont obtenus grâce à l'excellente préparation de nos artilleurs et au travail d'aménagement et d'organisation du terrain, entrepris en passant outre les doutes exprimés au départ par certains membres du commandement égyptien. Les Égyptiens finiront par nous imiter en employant, eux, les gros moyens. Nous avons dû utiliser le système D. L'état-major israélien donne un bilan outrageusement mensonger de nos pertes qu'il évalue à une centaine de morts. Selon lui, le chef de la brigade algérienne est mort lors de l'attaque. Le lendemain matin, l'attaché militaire algérien en Égypte, le colonel Tahar Bouderbella, me rend visite pour savoir ce qui s'était passé la veille. Il m'apprend que le président Boumediene avait téléphoné à 2 heures du matin à Qasdim El-Bah, chef de la sécurité militaire, pour en savoir plus. Je le rassure en lui disant que les informations données par les Israéliens sont de la pure propagande et j'ajoute que si perte il y a, il faut les chercher dans les rangs de l'ennemi. Après l'échec israélien, le responsable de notre groupe de DCA reçoit les félicitations de tous ses voisins, commandants d'unités égyptiennes, palestiniennes et soudanaises. Le chef de la 2e armée égyptienne m'appelle au téléphone. Il commence par féliciter mes hommes, puis m'informe qu'un 3e avion que je n'ai pas moi-même homologué avait été vu chuter en flammes derrière les bateaux ancrés au milieu du lac Amer. Il me demande combien j'ai eu de pertes dans mes rangs. Je réponds qu'aucun de mes hommes n'a été touché. Il s'écrie surpris. « Zey, comment est-ce possible ?» Nous agissons dans une zone d'intense activité militaire. Je veille donc à ce que les instructions pour les tirs anti-aériens soient communiquées à temps à mes subordonnés afin de ne pas abattre par mégarde des avions amis. Après le raid israélien, alors que je me trouve encore au PC du groupe de DCA qui était en mode de tir centralisé, tir donc interdit, j'entends des détonations provenant de la 2e batterie de 37 mm. Ne réussissant pas à la joindre par téléphone, je me rends rapidement sur sa position pour renouveler mes mises en garde sur d'éventuelles méprises. J'apprends que la batterie a tiré sur 2 Mirages qui retournaient à leur base et reconnaissables à leur silhouette. Cet énième exploit des artilleurs algériens montre toute la maîtrise des anciens de la LN. Autre exemple, je suis en route vers mes troupes installées aux alentours du déversoir quand je suis surpris par des tirs d'artillerie qui ciblent de façon aléatoire une escouade algérienne chargée de la surveillance d'un ponceau sur la ligne de chemin de fer. J'arrête net le véhicule et nous escaladons, le chauffeur et moi, une hauteur qui donne sur le terrain où mes hommes sont positionnés. Je vois le chef d'escouade alors que les obus pleuvent, le torse émergeant du trou-bouteille, admirable de sang-froid, l'index pointé vers ses hommes, donner des ordres comme à l'exercice. Nos voisins des 2 casernements, Zakaria et Labiod, en contradiction avec les règles élémentaires du soldat en zone de combat, courent dans tous les sens sur le flanc de la colline Chabrawit, sous l'œil médusé des habitants de Feyde et des soldats palestiniens et soudanais. À chaque fois que les Israéliens attaquent, ce désordre se répète sans que les responsables y mettent bon ordre.
La deuxième action a lieu au moment où les Égyptiens nous demandent de positionner une batterie d'artillerie de 122 mm dans la Langée Grande, au point de jonction de leurs deux armées. Les forces israéliennes agissant au coin de Bucheran dans cette jonction portent leurs coups sur les positions égyptiennes non couvertes par des feux. Le capitaine Bousta, dont le groupe est intégré dans le groupement divisionnaire d'artillerie, me déconseille vivement de répondre à la demande égyptienne. Placer une batterie sans la couverture d'une autre est tactiquement suicidaire, me dit-il. Ce qui est vrai. Je réponds que de toute manière, nous sommes là pour aider les Égyptiens et qu'il est difficile de faire autrement. Il y a une chance que la batterie profite de l'effet de surprise et prenne d'emblée un avantage décisif. À peine la batterie a-t-elle préparé les emplacements de ses canons que les Israéliens se présentent. Ils sont pris à partie par nos tirs. Surpris, ils refluent en désordre dans le désert. Les colonnes de fumée qui s'élèvent dans le ciel nous renseignent sur le nombre de fois où nos obus ont fait mouche. 30 minutes plus tard, alors que le calme est revenu, l'ordre de tirer une vingtaine d'obus est donné par l'armée via le groupement d'artillerie de la division sur un objectif que les Égyptiens ont déterminé par coordonnées. C'est l'erreur à ne pas faire, car notre batterie, après les premiers tirs, a besoin d'un minimum de temps pour changer de position. Elle ne peut le faire. Repérée, elle est neutralisée rapidement. Nous avons 2 tués et plusieurs blessés. Un canon est également détruit. Quand le reste de la batterie, très éprouvée, traverse Feit pour retourner à son emplacement initial, les villageois agglutinés le long des rues prononcent des mots de compassion et de reconnaissance.